En 2021, le monde entier a découvert l'ARM. Ouais, la fameuse révolution. Exactement. C'était la technologie vaccinale qui a mis fin à une pandémie mondiale. Une vraie prouesse scientifique, certes. Mhm. Mais c'était pensé d'abord comme un outil de santé publique standardisé, voyez, conçu pour être injecté dans les bras de milliards d'individus. Le paradigme était clair, une formule unique pour une menace unique. C'est ça, la production de masse dans toute sa splendeur. Voilà. Mais dans l'ombre, à l'intérieur d'un laboratoire extrêmement discret du Memorial Sloan Kettering à New York, cette même technologie était en train de subir une métamorphose radicale. Une approche totalement différente. Totalement. Elle n'était plus du tout conçue comme un bouclier global pour la masse, elle était en train de devenir une balle sur mesure. Ah, l'expression est forte. Mais c'est exactement ça. Imaginons le scénario un instant, car il est d'une brutalité inouïe. Un patient est assis dans un cabinet médical et reçoit un diagnostic d'adénocarcinome canalaire pancréatique. Le fameux PDAC. Le PDAC, oui. Et il faut bien comprendre la gravité de cet acronyme pour ceux qui nous écoutent. C'est statistiquement le cancer le plus mortel sur Terre. C'est ce qu'on appelle une tumeur froide, une espèce de forteresse biologique presque invisible pour notre système immunitaire. Ce qui rend les pronostics si sombres. C'est le mot. Face à ce diagnostic, les oncologues parlent généralement en mois. Ils parlent d'organisation de fin de vie, d'essais palliatifs. Les années de survie relèvent de l'exception statistique pure et simple. Et traditionnellement, on utiliserait la force brute. C'est ça. La réponse classique serait d'inonder le corps entier d'une chimiothérapie générique en espérant tuer le cancer juste avant de tuer le patient. C'est terrible à dire, mais c'est la réalité clinique. Mais dans ce nouveau protocole, tout change. L'équipe chirurgicale prélève la tumeur. Ce fragment de tissu malade traverse l'Atlantique sous très haute sécurité frigorifique. Et environ 6 semaines plus tard, le patient reçoit un flacon. Un flacon très spécial. À l'intérieur, il n'y a pas un poison chimique, il y a un liquide synthétique, une ligne de code génétique qui a été écrite uniquement pour cibler les mutations exclusives de cet individu précis et de personnes d'autres sur la planète. Ce qui est fascinant ici, c'est l'ampleur du bouleversement systémique que nous sommes en train d'observer. La science a, sur le papier et dans les essais de phase 1, officiellement trouvé le moyen de briser les défenses d'une maladie jusqu'ici considérée comme une condamnation à mort inéluctable. C'est un miracle, non ? Sur le plan biologique, absolument. Mais cette prouesse technique s'accompagne d'une réalité économique vertigineuse. Avec un coût de fabrication artisanal qui frôle les 100 000 $ par patient, cette percée menace de créer le plus grand écart de richesse en matière de santé de l'histoire moderne. C'est glaçant quand on y pense. C'est cynique, mais c'est vrai. Le goulot d'étranglement n'est plus dans la compréhension de l'ADN de la tumeur. Nous sommes passés d'un problème purement biologique à une crise logistique et franchement, une crise morale sans précédent. Et c'est précisément l'objet de notre analyse en profondeur aujourd'hui pour l'émission AI Unraveled. Notre mission, c'est d'explorer ce que l'on pourrait appeler l'intersection des miracles et des marchés. Un vaste programme, hein ? On a réalisé une véritable autopsie médico-légale de ce traitement, le vaccin autogène Cevumeran. Que le secteur appelle le BNT 122. BNT 122, voilà, développé par BioNTech en collaboration avec Genentech. Et pour comprendre l'ampleur de ce séisme, on a rassemblé des sources très disparates, mais complémentaires. D'un côté, on va disséquer les données cliniques de survie à 3 ans, présentées récemment à l'Association américaine pour la recherche sur le cancer. Les données extrêmement attendues d'ailleurs. Absolument. Et de l'autre côté, pour prendre le pouls de la société face à ce bouleversement, on a analysé des centaines de discours sociaux bruts, sans aucun filtre, tirés du forum Reddit Technology sur Reddit. C'est souvent là qu'on trouve les réactions les plus viscérales. C'est clair. L'objectif est de comprendre non seulement la mécanique moléculaire qui sauve ces vies, mais aussi pourquoi l'annonce de ce triomphe a déclenché une vague d'anxiété, de cynisme financier et une profonde ironie idéologique en ligne. Il est d'ailleurs crucial, avant même d'aborder la question financière, de comprendre la rupture fondamentale que cela représente. Comment ça ? Eh bien, la médecine moderne s'est construite sur le concept de destruction. On irradie ou on empoisonne les cellules qui se divisent trop vite. Mais avec l'ARM, nous entrons de plein pied dans l'ère de l'information. Ah, je vois. Nous ne détruisons plus directement la tumeur, nous insérons en quelque sorte une disquette de mise à jour dans les propres cellules du patient pour reprogrammer son système immunitaire. D'accord, décortiquons cela en détail, car la tumeur du pancréas est célèbre pour sa capacité à se camoufler. Oui, c'est sa grande spécialité. Alors, comment fait-on pour programmer cette mise à jour ?
Tout commence avec le prélèvement chirurgical, c'est bien ça? On utilise ce qu'on appelle le séquençage de nouvelle génération, le NGS. Tout à fait. Donc, si je comprends bien, on prend l'exome de cette tumeur, on le compare avec l'ADN sain du patient et on cherche les fautes de frappe génétiques, les mutations somatiques. C'est exactement le processus. On cherche ce qui différencie la cellule cancéreuse de la cellule saine. Et ensuite, une intelligence artificielle sélectionne jusqu'à 20 néoantigènes spécifiques. 20 cibles précises, oui. Pour imager la chose, c'est comme si on fouillait dans les poubelles du cancer pour trouver des indices, et qu'ensuite on crée un avis de recherche ultra personnalisé avec 20 photos d'identité différentes de la tumeur. C'est une excellente métaphore. En fournissant ces 20 cibles au système immunitaire, on empêche la maladie de muter légèrement pour s'échapper. Parce que si elle cache un de ses visages, eh bien il en reste 19 autres pour la trahir. C'est le principe de la redondance, oui. Mais l'algorithme d'IA ne fait que choisir les cibles. Comment construit-on réellement le messager physique qui va livrer cet avis de recherche? Alors là, on entre dans la haute ingénierie. La construction de ce messager est une véritable œuvre d'art synthétique qui nécessite une précision moléc'ulaire extrême. C'est-à-dire? L'architecture de cette chaîne d'ARN comporte plusieurs éléments critiques. D'abord, on trouve ce qu'on appelle la coiffe 5'. Attendez, pour clarifier un peu, pour ceux qui ne naviguent pas dans la biologie moléculaire tous les jours, si l'ARN est la lettre contenant l'avis de recherche, cette coiffe 5', c'est l'enveloppe protectrice. Oui, exactement ça. Dans le sang humain, des enzymes patrouillent constamment pour détruire tout ARN libre. Pourquoi le détruire? Parce que l'ARN libre est généralement le signe d'une attaque virale. Notre corps veut s'en débarrasser. La coiffe 5' empêche ces enzymes de déchiqueter notre lettre avant qu'elle n'arrive à destination. Ah ouais, c'est brillant. Ensuite, il y a les régions non traduites, les UTR. Ce ne sont pas les instructions de l'avis de recherche en elles-mêmes, mais plutôt des indications de formatage pour la machinerie cellulaire. Genre la mise en page de la lettre? C'est ça. Ça s'assure que le message soit lu à la bonne vitesse et de manière optimale. Mais la véritable clé de voûte de cette technologie, c'est le remplacement d'un élément chimique de base, l'uridine, par une molécule synthétique appelée N1-méthylpseudo-uridine. N1-méthylpseudo-uridine, ok. Et pourquoi ce remplacement précis est-il si fondamental? Qu'est-ce que ça change concrètement pour le système immunitaire du patient? Ça change absolument tout. Notre immunité innée dispose d'alarmes très anciennes, des capteurs intracellulaires, comme TLR7 et RIG-I, qui scannent en permanence la forme géométrique des molécules qui entrent. Les vigiles du corps, en gros. Voilà. Si l'ARN a la forme classique qu'utilisent les virus, ces alarmes déclenchent une destruction massive. En remplaçant l'uridine par de la N1-méthylpseudo-uridine, on modifie subtilement la courbure spatiale de la molécule d'ARN. Ah, je vois où vous voulez en venir. Pensez-y comme à la clé d'une porte de haute sécurité. En limant microscopiquement l'un des crans, la clé fonctionne toujours dans la serrure pour livrer son message, mais le système d'alarme ne reconnaît plus le profil d'effraction classique. Et ça passe en silence. Totalement en silence. Et une fois invisible pour ces alarmes, l'ARN est encapsulé dans les nanoparticules lipidiques, les LNP. Ces minuscules sphères de graisse fusionnent avec la membrane des cellules dendritiques, qui sont les généraux de nos défenses, pour leur livrer le code. Mais même avec le meilleur avis de recherche du monde, les tumeurs pancréatiques ont une autre astuce, n'est-ce pas, Ève? Elles ont la capacité d'endormir ou de désactiver les soldats qui viennent les attaquer. C'est le grand problème des tumeurs froides. C'est la raison pour laquelle ce vaccin ne peut pas fonctionner en isolation. C'est un protocole synergique. Il a besoin de renfort? Absolument. Les tumeurs créent un micro-environnement immunosuppresseur. Elles appuient littéralement sur les freins de nos lymphocytes T pour les empêcher d'attaquer. C'est vicieux. C'est pourquoi le traitement est couplé à l'atezolizumab. C'est un inhibiteur de point de contrôle qui vient bloquer l'accès à cette pédale de frein. D'accord, on lâche les freins. Et en parallèle, on administre le Mefolfirinox, qui est une chimiothérapie standard très agressive. L'objectif ici n'est pas seulement de réduire la masse tumorale, mais de provoquer une mort cellulaire dite immunogène. Donc on les fait exploser pour attirer l'attention. En faisant éclater les cellules cancéreuses restantes, on libère une mer de débris dans l'organisme. Ça crée une inflammation ciblée et attire les lymphocytes T, fraîchement éduqués par le vaccin, directement sur le champ de bataille. Toute cette ingénierie biologique avec ces analogies d'avis de recherche et de freins immunitaires, c'est théoriquement parfait. Mais on en revient toujours à la question qui hante chaque patient et chaque famille confrontée à ce diagnostic.
Est-ce que ça marche sur le terrain? Voilà. Est-ce que cette architecture de science-fiction sauve réellement des vies humaines? Et c'est là que les données présentées au congrès de la SCR en 2024 nous forcent à revoir tout ce que l'on pensait savoir sur l'oncologie. Les chiffres sont ahurissants. Les chercheurs ont suivi 16 patients traités au Memorial Sloan Kettering sur une période de 3 ans. Ce qui saute aux yeux, c'est la dichotomie brutale des résultats. C'est noir ou blanc. Chez les 8 patients que l'on qualifie de non-répondeurs, l'histoire naturelle et tragique du cancer du pancréas a repris ses droits. 7 d'entre eux ont rechuté, et la médiane de survie sans récidive n'a été que de 13,4 mois. C'est la triste norme pour le PDAC. Mais, et c'est le point de bascule de cette recherche, regardons les 8 autres patients, les répondeurs. Chez eux, l'injection a réussi à générer une armée massive, représentant jusqu'à 98% de nouveaux clones de lymphocytes T circulants. 98%, c'est une reprogrammation presque totale. Et pour ce groupe, la ligne de survie sur le graphique reste désespérément, ou plutôt merveilleusement, plate. La médiane de survie n'est même pas atteinte après 3 ans. C'est du jamais vu. Lui ment aucun signe de rechute. On rapporte même le cas d'un patient qui présentait une petite métastase au foie. Eh bien, son système immunitaire, reprogrammé, l'a traqué et éliminé de lui-même. C'est une inversion complète de la létalité du PDAC. C'est un exploit. Et si on le relie cela à la situation dans son ensemble, la véritable révolution ne réside pas seulement dans le fait de tuer la tumeur aujourd'hui. Ah bon? C'est quoi alors? C'est de protéger l'organisme pour les décennies à venir. Les données introduisent un concept fascinant, la mémoire résidant dans les tissus. La mémoire résidant dans les tissus, comment ça fonctionne? Les scientifiques ne se sont pas contentés de compter les cellules immunitaires dans le sang. Ils ont utilisé des outils de traçage computationnel très avancés comme Phenotrac pour comprendre le destin de ces lymphocytes T spécifiques au vaccin. Donc ils les suivent à la trace. Exactement. Phenotrac permet de suivre l'empreinte digitale unique de chaque cellule. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que ces clones ne disparaissent pas une fois la menace éliminée. Ils vont où? Ils se retirent dans les tissus profonds. Les modèles mathématiques estiment la durée de vie médiane de ces cellules mémoire à 7,7 ans, Waouh! avec des projections suggérant qu'elles pourraient continuer à patrouiller dans l'organisme pendant plusieurs décennies. Si une seule cellule cancéreuse avec la même mutation tente de réapparaître des années plus tard, elle est abattue avant même de pouvoir former une masse détectable au scanner. Mais ce que vous décrivez là, c'est la transformation pure et simple d'une condamnation à mort imminente en une maladie chronique, gérable, de manière invisible par le corps lui-même. C'est le saint graal de l'oncologie. Mais voilà, c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que lorsque l'on quitte l'environnement aseptisé des conférences scientifiques pour plonger dans les réactions du grand public, l'atmosphère change du tout au tout. La réalité sociale nous rattrape. En analysant le fil de discussion tentaculaire sur le forum Air Technology de Reddit, suite à cette annonce médicale, franchement, on s'attendait à trouver de la célébration. Un soulagement collectif. Ouais. Mais au lieu de cela, l'algorithme a fait remonter une immense vague de deuil collectif. C'est bouleversant à lire. Le thème dominant de ces milliers de commentaires, c'est la notion de timing cruel. On y lit les témoignages déchirants d'internautes qui ont enterré une mère, un époux, un frère, à peine quelques semaines avant que les titres sur ce vaccin ne fassent le tour du monde. C'est d'une tristesse absolue. Il y a un commentaire particulier où une personne raconte comment le diagnostic est tombé comme un coup près. Et le temps que la famille assimile la nouvelle, le patient était parti 10 jours plus tard. 10 jours. Il est impossible de lire ces données brutes sans être percuté par l'empathie. Ces familles assistent à un miracle technologique depuis l'autre côté d'une porte qui vient tout juste de se refermer à clé pour leurs proches. Le poids de ce deuil est le fardeau silencieux du progrès biomédical. À chaque transition technologique majeure, il y a une génération de patients qui se trouvent tragiquement du mauvais côté de la ligne d'innovation. Exactement. Ce phénomène génère une détresse psychologique profonde. Mais la lecture de ces forums révèle aussi une autre ligne de fracture qui n'est pas temporelle mais sociétale. Vous parlez de la politisation. Oui, l'arrivée de ce traitement met en lumière des paradoxes saisissants sur la façon dont l'information médicale est consommée et politisée aujourd'hui. Oui, et c'est une observation sociologique qu'il faut aborder de manière totalement factuelle en se basant sur ce que les internautes eux-mêmes soulignent. Sur ce même forum Reddit, la communauté pointe du doigt une dissonance cognitive monumentale.
C'est flagrant. Il y a à peine quelques années, lors de la crise du Covid-19, l'architecture même de l'ARNM a été la cible d'une méfiance féroce. Des franges entières de l'espace public, incluant des figures médiatiques et le mouvement, je cite, Never Vaccine, ou des figures comme RFK Jr., qualifiaient cette technologie de poison, De manipulation génétique, oui. de manipulation ou d'outils pourrissant le cerveau, comme on a pu le lire. Et le terme woke a même été utilisé pour discréditer la science. Exactement. Et aujourd'hui, cette exacte même ingénierie de l'ARN 1-méthylpseudo-uridine et des nanoparticules lipidiques est célébrée en une des journaux comme l'ultime remède contre l'un des cancers les plus terrifiants. Le contraste est vertigineux. Les utilisateurs de Reddit décrivent cette amnésie cognitive sous le terme d'effacement épistémique. Les convictions idéologiques affichées bruyamment hier semblent s'évaporer face à la brutalité d'un diagnostic d'adénocarcinome. C'est le mur de la réalité. Cela soulève une interrogation fondamentale. Face à une menace existentielle immédiate, est-ce que la polarisation et la rhétorique anti-science disparaissent instantanément devant le simple instinct de survie? La dynamique des foules et l'instinct de survie individuel suivent souvent des trajectoires opposées, c'est vrai. La friction sociétale autour de l'ARM montre à quel point le paysage de la confiance publique est endommagé. Profondément endommagé. Mais il faut être lucide. L'hésitation idéologique ne sera pas le principal barrage à ce traitement. Ah non? C'est quoi alors? La colère et le cynisme les plus virulents qui ressortent de ces analyses de données sociales ne portent pas sur les puces 5G ou la modification de l'ADN. Ils portent sur le système de santé américain et le gouffre de la tarification. L'argent. Toujours l'argent. Les données financières sont implacables. Nous regardons un traitement dont le coût de production unitaire vacille entre 60 000 et 100 000 dollars. 100 000 $ pour un seul flacon. Et ce n'est que la production. Ça ne compte pas l'hospitalisation, les marges des cliniques et le protocole chimiothérapeutique d'accompagnement dont on a parlé. Le cynisme des internautes est totalement palpable sur ce point. Et franchement, on peine à leur donner tort. La peur viscérale qui s'exprime, c'est que ce miracle ne devienne rien d'autre qu'un traitement exclusif de type boutique. Une médecine à deux vitesses. Une thérapie de survie réservée aux ultra-riches et au portefeuille de la Silicon Valley, tandis que le reste de la population continuera de recevoir les chimiothérapies toxiques des années 90. C'est le risque d'un écart de richesse insoutenable. Dans un système américain où une simple appendicite ou un traitement contre l'asthme peut déjà pousser une famille dans la faillite médicale, l'idée d'un traitement génétique sur mesure à plus de 100 000 $ dessine les contours d'une ségrégation sanitaire glaçante. Ceux qui ont le capital achètent des décennies de mémoire résidant dans les tissus. Et les autres obtiennent 13 mois de survie médiane. C'est révoltant. Cette peur de la ségrégation de l'espérance de vie est totalement fondée si l'on s'en tient à la logistique actuelle. L'ancien modèle de l'industrie pharmaceutique est linéaire. On fabrique des tonnes d'un composant chimique actif dans une usine centralisée au coût le plus bas possible. On le met dans les pilules et on innove les pharmacies. Exactement. Mais avec le vaccin autogène Sevemaran, le paradigme est totalement différent. C'est un modèle circulaire, souvent qualifié de chaîne de l'aiguille à l'aiguille. De l'aiguille à l'aiguille, c'est-à-dire? Imaginez la chorégraphie logistique. Le chirurgien extrait la tumeur aux États-Unis. Il faut la placer dans une chaîne du froid ininterrompue, souvent à moins 70 degrés Celsius, car si l'ARN de la tumeur se dégrade en vol, tout est perdu. Une vraie course contre la montre. Ce colis traverse l'océan jusqu'en Allemagne. Là, des séquenceurs massifs déchiffrent le génome, l'intelligence artificielle conçoit l'architecture de la molécule et des bioingénieurs synthétisent l'ARN en moins de 72 heures. Et ensuite, le retour. Ensuite, il faut faire le chemin inverse de l'Europe vers l'hôpital américain. Au début des essais, cette boucle prenait 9 semaines. 9 semaines pour un cancer pancréatique, c'est... C'est une éternité. La maladie avance plus vite que l'avion cargo. Aujourd'hui, ils ont compressé ce délai entre 4 et 6 semaines. Mais le maintien de cette infrastructure transatlantique personnalisée explique le prix délirant du traitement. Lorsque les géants de la biotechnologie passent d'une production de masse centralisée à une synthèse locale d'ARN pilotée par l'IA, le paysage de l'investissement change du tout au tout. Jamgamine fournit les analyses médico-légales audio de niveau technique, vérifiées par des humains, nécessaires pour cartographier le véritable retour sur investissement et prendre ses décisions capitales en toute sécurité. Visitez jamgamine.com. Et pour briser ce plafond de verre économique et logistique dont nous parlions, la solution envisagée par BioNTech ne repose pas sur l'embauche de plus de techniciens en Allemagne. Non. Non.
Elle repose sur un concept radical appelé la fabrication modulaire. Il déploie ce qu'il nomme des biotiners. Attendez, arrêtez-vous là. On parle littéralement de containers d'expédition maritime, Exactement ça. mais l'industrie pharmaceutique est normalement obsédée par des installations de production gargantuesques, avec des salles blanches centralisées pour garantir une pureté totale. Et là, l'idée, c'est de transformer un conteneur en métal en laboratoire génétique de pointe et de le poser sur le parking des hôpitaux régionaux. Oui, ça paraît fou. Comment on garantit qu'un traitement stérile à 100 000 $ n'est pas contaminé en étant fabriqué dans une boîte délocalisée? C'est justement le génie de cette ingénierie. Ces biocontainers ne sont pas de simples boîtes vides. Ce sont des salles blanches préfabriquées de niveau de biosécurité supérieur, massivement automatisées. Des mini-usines autonomes, à quelques mètres du bloc opératoire. C'est ça. On remplace un modèle intensif en main-d'œuvre humaine et en logistique frigorifique par un modèle intensif en capital et en robotique. Et ça demande des fonds colossaux pour déployer ça. Et il est important de noter comment cela est financé. La capacité de BioNTech à développer cette infrastructure de science-fiction, à construire ces usines modulaires sans s'endetter, provient directement des immenses liquidités accumulées pendant la pandémie de Covid-19. Ah, l'ironie est totale. Un dividende colossal estimé à plus de 50 milliards de dollars. La pandémie a, d'une certaine manière, financé le remède contre le cancer. Écoutez, essayez de naviguer dans cette révolution biotechnologique en se basant sur la hype de Twitter, c'est de la faute professionnelle. Arrêtez de collectionner des applications bêta, tape à l'œil et commencez à déployer une véritable infrastructure. Étienne a audité le marché pour la communauté AI Unraveled. Rendez-vous sur jamgaming.com/toolkit pour obtenir l'AI Executive Toolkit. Il s'agit d'une suite privée, validée par des experts, comprenant des outils comme Chatbase et Eleven Labs, des armes de niveau entreprise conçues pour générer un retour sur investissement réel et maîtrisé. Cela soulève une question importante concernant la trajectoire immédiate de la médecine personnalisée. Nous ne sommes plus dans l'hypothèse. C'est une réalité en marche. Un vaste essai clinique mondial de phase 2 est actuellement en cours, intégrant des centaines de patients à travers de multiples juridictions et cadres réglementaires. Le véritable défi pour des entités comme BioNTech et Genentech aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la viabilité biologique de l'ARN. La preuve de concept est déjà là. Exactement. L'essai de phase 1 a prouvé que la reprogrammation du système immunitaire fonctionnait. L'obstacle exclusif désormais est l'industrialisation pure. C'est le défi de prendre une prouesse artisanale, ce miracle sur mesure qui requiert aujourd'hui des semaines d'ingénierie moléculaire, Et de la convertir en une chaîne de production automatisée. capable de traiter la demande de milliers d'oncologues simultanément tout en protégeant l'intégrité des données génétiques séquencées. C'est une montagne logistique à gravir et elle redessine intégralement les frontières de ce que signifie se soigner au XXIe siècle. Complètement. Et après avoir exploré la profondeur de ces mécanismes biologiques, après avoir ressenti la douleur sur ces forums et analysé la froideur des coûts de production, eh bien, il y a une dernière réflexion vertigineuse à garder en tête pour ceux qui nous écoutent. Laquelle ? Si la fabrication modulaire tient ses promesses, et si l'architecture de l'ARNN permet dorénavant de reprogrammer notre corps pour combattre ses propres tumeurs avec la même facilité qu'on télécharge un correctif de sécurité pour un système d'exploitation, la notion même de santé va muter. Devenir numérique. Voilà, deviendra-t-elle au final un simple abonnement logiciel de plus dans notre quotidien? Un service où notre survie dépendrait de mises à jour immunitaires envoyées par le cloud et imprimées localement. C'est de la science-fiction qui devient réalité. Et si l'espérance de vie devient un produit technologique, tarifé par des algorithmes et fabriqué dans des containers, la question fondamentale qui persistera bien après la disparition du cancer sera celle-ci. À l'échelle de la planète, qui détiendra les codes d'accès à l'immunité mondiale? C'est la question à $1 million. Abonnez-vous à AI Unraveled sur Apple Podcasts pour toujours écouter complètement sans publicité.